Je me présente, je suis Daniel Ganichot, président de l'OGEC de l'établissement Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et lors du débat, dont je vous remercie, effectivement, on apprend beaucoup de choses, j'étais quand même un peu surpris par le fait que vous ne parliez pas du tout de l'avenir de nos jeunes. L'avenir, c'est nos jeunes. Et notre mission à nous, à Saint-Gabriel, donc en Vendée, bien évidemment, c'est d'enseigner, d'éduquer. Et pour éviter des réflexions telles que je ne veux plus manger de viande, je ne veux pas manger des poissons carrés avec des yeux dans les angles, ça commence par effectivement une sensibilisation de nos jeunes. Et la question que je voulais vous poser, Madame Lambert ou également M. Daguin, plutôt Madame Lambert, c'est quelle action vous menez auprès du ministre, effectivement de l'enseignement, etc., pour sensibiliser nos jeunes de manière à s'ils connaissent au moins quelle est à peu près la forme d'une carotte, etc. C'est une question, vous voyez. Est-ce que vous avez une action, ce n'est pas du tout une provocation, mais simplement une question. Et est-ce que vous menez, parce que là, c'est vraiment l'avenir. Et pour répondre à comment nourrir l'humanité, il faut commencer par là, forcément. Alors, c'est essentiel. Et effectivement, quand on voit que les enfants, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas les légumes, c'est assez surprenant. On a tous joué au domino, au jeu de mémoire, où il y avait les carottes, les choux, etc., etc. Et les enfants ne connaissent pas les légumes. On le voit aussi au salon de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Bon, déjà, je pense que dans la famille, ça devrait être aussi extrêmement important d'enseigner l'alimentation. Première chose, dans la famille, enfin d'enseigner et d'éduquer à l'alimentation. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui le font. Donc, l'école a indéniablement un rôle à jouer. Et parce que les enfants sont très curieux, notre organisation organise depuis 25 ans maintenant des opérations qui s'appellent Ferme ouverte, qui s'adressent à des élèves de CM1 et qui accueillent des classes dans les fermes. Donc nous ouvrons les exploitations au mois de mai, en fin d'année scolaire. Nous préparons durant l'année avec les enseignants, les enseignantes, parce que souvent ils essayent de connecter les cours de biologie avec justement les sujets agricoles, l'alimentation, la production de lait, la reproduction, la transformation du lait, les fermentations, la composition, etc. Et c'est très intéressant. Et on reçoit des classes, et j'en ai reçu chez nous, les questions que posent les enfants sont passionnantes. Et les enseignants, les instituteurs, institutrices se prennent au jeu aussi. Donc on fait ça, on le fait et on touche... je crois que c'est 10 000 enfants par an, quoi. Donc c'est à grande échelle. On les reçoit au Salon de l'Agriculture pour toutes les classes d'Île-de-France. Là, on a un partenariat avec la Banque Verte qui le fait aussi maintenant, parce que tout le monde mesure le déficit de communication. On a manqué d'humilité, mais on a surtout manqué de prise de conscience que notre métier était méconnu. Mais moi, je ne sais pas tout du métier qu'exerce ma sœur ou qu'exerce mon beau-frère qui est enseignant. Je ne sais pas tout de ce qu'il fait. Peu de gens savent tout ce qui concerne notre métier, mais oui, c'est vrai qu'il faut jouer cette partie-là. Donc le Salon de l'Agriculture y contribue. Les établissements ont aussi aujourd'hui accès à différents supports. Il y a des kits de communication dans toutes les interprofessions pour tout savoir sur la viande, les légumes, le lait, etc. Mais il a fallu qu'on se batte vis-à-vis de l'Éducation nationale qui avait laissé rentrer dans ses murs des petites plaquettes de L214 éducation qui disait « J'aime les animaux, je ne les mange pas, mon cochon est mon ami, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il y a aussi cette pénétration qui s'est passée l'année dernière, que nous avons dénoncée, parce que c'est quand même... Et puis bon, je vous dis, en Côte d'Armor, un agriculteur éleveur de porc a vu sa fille revenir le soir avec le dessin que la maîtresse avait fait faire à l'école. C'était pas le boucher qui tue le cochon, c'était le cochon qui tue le boucher. Rôle inversé. Consigne de l'institutrice en Côte d'Armor au pays du cochon. C'est vous dire... Bon, ça a fait un tollé, mais il y a ça aussi. Donc, je pense que l'école est un lieu aujourd'hui où c'est une transmission de savoir, autant que ce soit les bons. Et la principale des communications pour lutter contre les excès de la mauvaise alimentation, c'est l'éducation d'une alimentation équilibrée, qui est capitale, plus que mange ci, mange pas ça, etc. Et l'alimentation équilibrée, c'est manger de tout, en quantité correspondant à ses besoins, si on fait ou pas de l'exercice. Donc, nous avons des supports de communication, nous avons l'envie de le faire. Des agricultrices, des agriculteurs accueillent énormément, mais il faut que les enseignants aussi se tournent vers nous beaucoup plus. On est vraiment en attente de pouvoir le faire davantage.
Alors, si je peux me permettre de rajouter un tout petit truc là-dessus, nous avons un outil potentiellement absolument formidable pour acculturer nos jeunes à ces sujets-là. Ça s'appelle la cantine. Aujourd'hui, c'est absolument sous-employé. L'outil restauration collective publique en France qui traite une énorme partie de notre alimentation n'est pas du tout utilisé à ces fins-là, et c'est dommage. Donc, nous essayons de faire le plus de lobbying possible là-dessus, notamment au niveau régional et départemental, parce que souvent c'est là que ça se débloque, et même au niveau des municipalités. Au Pays Basque, j'ai eu la chance de contribuer à la conception, on va dire, de cantines un peu alternatives, où les gamins étaient invités, chacun par petits groupes, à venir faire la cuisine, et où ils savaient absolument de quoi ils retournaient en regardant les produits se faire transformer. Je pense que c'est une façon de faire évoluer les choses. La restauration collective aujourd'hui, malheureusement, est une mosaïque d'acteurs qui sont complètement déconnectés les uns des autres et à laquelle il est très difficile de donner une orientation par en haut. Je pense que c'est la volonté des parents d'élèves d'un côté et des acteurs de la restauration co de l'autre qui doit être capable de porter ces sujets-là. Et ça va venir, hein, mais bon, il faut que ça commence... par plein d'endroits. Voilà un domaine aussi, la cantine, où il faut faire évoluer. C'est-à-dire que quand à la cantine, on veut servir 1000 cuisses de poulet le même jour, bah forcément, c'est 1000 cuisses de poulet. Le poulet qui n'a que des cuisses, ça n'existe pas. Quand on a une directive nationale qui impose un grammage de protéines animales en fonction de l'âge des gamins, et qu'on ne peut même pas dire, nous, on voudrait en servir moins, mais en servir mieux... Voilà. Et c'est un peu un problème, quoi. Alors, ce qu'on fait concrètement, mais peut-être le savez-vous déjà, monsieur, c'est que les chambres d'agriculture conduisent les plans alimentaires territoriaux, donc qui consistent à favoriser l'alimentation locale. Bon, manger local, c'est pas banal, c'est ainsi qu'on l'a baptisé, parce qu'il faut que ça sonne bien. Et l'idée, c'est aussi de travailler avec les cuisiniers des établissements pour justement travailler sur les produits. Et les acheteurs. Et les acheteurs, c'est-à-dire l'économe, enfin celui qui fait les achats, et le cuisinier. Mais le cuisinier aussi, parce qu'il veut le poulet comme ça. Le poulet, il doit faire tant de kilos. Vous avez des situations où l'acheteur dépend d'une administration et le cuisinier d'une autre. C'est vrai. Et c'est compliqué. Ah oui, ça, c'est la France. Mais il y a des moments donnés où ce millefeuille-là, il est un peu stupide. Et de l'économa et du cuisinier, on a incité les agriculteurs. Alors ça s'est passé, ça se passe chez nous, mais j'ai un exemple d'un collègue qui fait ça à Rouen. Ils ont mis en place, c'est quand même 5000 repas, oui, sinon je dis comme il faut, 5000 repas par jour, je crois, repas de midi. Il faut des poulets qui fassent telle taille pour qu'ils puissent être coupés en 6 et que tous les enfants aient la part égale. Mais il a fallu calibrer le poulet en fonction de la recette. Donc il y a une connexion entre les acteurs de la chaîne alimentaire qui est nécessaire, et ça prend du temps. Mais par contre, il y a une vraie satisfaction ensuite, parce que les enfants vont visiter les fermes, comprennent ce qu'on a fait autour, tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la découverte de l'alimentation. Donc moi je suis arboriculteur, j'ai entendu Madame Lambert qui disait que je suis en bio, donc c'est depuis 2011 que je n'utilise plus de glyphosate. Je passe moins, le désherbage de mes pommiers aujourd'hui ne me coûte pas plus cher qu'avant. Et au moins c'est sain, je ne m'embête pas à respirer les produits. Au début de votre intervention, vous avez dit qu'il fallait que le sol soit couvert. À la fin de votre intervention, vous dites qu'il faut absolument désherber les pommiers parce qu'il faut que ce soit un sol propre. Moi, j'ai constaté... Les noix, les noisettes. Noix, les noisettes. Oui, bon, enfin, les pommes, c'est pareil. Elles aiment bien... elles n'ont pas besoin de chaleur. Enfin, la chaleur, on doit la garder. Si on a un sol nu, c'est pas possible. Donc, voilà. Est-ce qu'on a encore besoin du glyphosate ? Moi, je vends, certes... vous, non, apparemment, et c'est très bien. Certes, aujourd'hui, je vends peut-être un peu moins de pommes, mais j'ai tout valorisé cette année. Cette année, il n'a pas resté une pomme dans le verger. Quand je vois mes collègues qui sont en conventionnel, j'ai rien contre eux, bien au contraire, ce sont des collègues, qui laissent 15-20%, voire 30% de leur récolte, parce que ça se valorise 15 centimes, et le coût d'une cueillette, c'est 20 centimes du kilo. Donc aujourd'hui, on les laisse. Alors produire pour laisser sur la terre ou pour jeter, mettre des intrants à outrance, ils servent à quoi ?
Bon, je précise que c'était les noix, les noisettes, c'était pas les pommes. Hein. C'était pas les pommes, parce que ça se cueille pas de la même façon, chacun comprendra. Mais chaque fois qu'on peut se passer des produits phyto, il faut s'en passer, il n'y a pas de souci. Simplement, si je regarde le prix des pommes bio, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse se payer des pommes bio. Donc il faut des pommes bio et des pommes non bio, il faut une liberté de choix. Et voilà, et moi je respecte les gens qui font ce choix-là, je suis très contente si vous y arrivez. Non, mais ça se vérifie chaque fois qu'on fait des choses bien. Il y a plein d'endroits en France aujourd'hui où les cantines sont quelquefois même à 100% bio et où le prix du repas n'a pas augmenté. C'est réalisable dans certaines conditions, dans certaines filières, dans certains endroits. Manger bio et valoriser et 25% moins cher. Moi, je demande à voir quand même. Ben, déjà, vous allez à Montsartou, par exemple, Gilles Perrol va vous expliquer que déjà, ils ne jettent plus rien. Donc, le fait de ne plus rien jeter, déjà, on est 30% moins cher qu'avant. C'est aussi bête que ça. La Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, si j'ai bien entendu, a mené l'étude pendant 4 ans. Mais c'est Michel Brossier qui suit le sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu moins 25% en prix quand même. Mais bon, on ne va pas se battre pour le problème, c'est que votre exemple puisse se généraliser à toutes les filières possibles. Aujourd'hui, on est dans ce cas de figure où quelquefois, ça marche, et ça marche tout de suite, et jusqu'à des taquets incroyables. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, vous avez Pomme Évasion, que j'aime bien, qui ont des résultats absolument incroyables en travaillant sur la vie du sol. Donc, de fait, il semblerait qu'en arboriculture, il y ait des pistes super prometteuses. Sur la noisette et la noix, c'est moins simple, il faut trouver les solutions. Sur les grandes cultures, on est en train de s'apercevoir que, bon, les rotations, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut faire un peu d'agroforesterie, réintroduire de l'arbre, si possible en alignement. Et du coup, ça va demander des années. Mais le résultat sera là à un moment donné. C'est chaque fois des bouquets de propositions qui arrivent au résultat, sachant que, encore une fois, ce sont ces résultats qu'il faut qu'on ait en commun. C'est qu'est-ce qu'on veut au bout? Est-ce qu'on veut finir par se passer de la chimie dans l'agricole? Ben oui, peut-être on veut aussi se passer du travail du sol. Ben oui, on veut une fertilité qui soit non plus de la fertilisation, mais de la fertilité. On veut plus du génie mécanique, on veut du génie végétal. On veut peut-être plus de productivisme, mais on veut de la productivité vraie. Ça plaide aussi pour le partage d'expérience et la plateforme. Oui. Enfin, tout ça doit être absolument partagé. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait privatiser des enjeux pareils. Une question, là-haut. Oui, alors c'est pas une question, c'est une petite intervention. Je vais vous demander de me laisser parler. Je m'appelle Philippe Boulet, je suis paysan bio dans le Segréen, pas loin de chez Christiane. Dans le Segréen Autanjou, on ne fait pas partie de la Vendée militaire historique, mais on n'en démérite pas moins. Et voilà. Alors la question aujourd'hui, c'est comment on fera pour nourrir l'humanité en 2030 ? Moi, je réponds qu'on peut nourrir l'humanité en 100% de bio dès 2030. Et je pense qu'on n'aura pas le choix et qu'il va falloir y aller beaucoup plus vite que le consensus mou qui n'a pas été vraiment un débat auquel j'ai assisté ce soir. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir le choix ? Parce que la Cour des comptes elle a sorti un rapport en février 2016 qui dit que le coût de la dépollution de l'eau en France, c'est 54 milliards d'euros par an. Les 54 milliards d'euros, aujourd'hui, c'est le consommateur d'eau qui paye ces 54 milliards d'euros-là. Si la pollution de l'eau, c'est essentiellement la pollution, les engrais minéraux utilisés par l'agriculture intensive, les pesticides, et puis aussi un petit peu les résidus de médicaments, parce qu'on en a de plus en plus dans l'eau, hélas. En France, on a 3 records. C'est qu'on est les plus gros consommateurs de pesticides au monde par hectare cultivé, les plus gros consommateurs de médicaments. Non, pas par hectare cultivé, ça c'est faux. Par hectare cultivé. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Tu réponds, Christiane, qui a Chypre, qui est au-dessus de nous. Ah non, mais c'est faux. Écoute, si, par hectare cultivé, Philippe, Christiane. Non, Philippe, je te connais par cœur. Le Japon est pas loin derrière nous, mais le Japon est pas loin derrière nous. En France, la France est le 9e pays utilisateur de phyto à l'hectare en Europe. Source vérifiable. Je conteste ça.
La 54 milliards d'euros, c'est qu'une dépollution partielle de l'eau, puisque si j'en crois la société d'adduction d'eau potable qui sévit chez moi, elle arrive à enlever seulement la moitié des pesticides, puisqu'aujourd'hui il y a la moitié des pesticides qui passent intégralement à travers les filtres à charbon, comme les métaldéhydes, qu'on retrouve intégralement à l'eau du robinet. Les métaldéhydes, c'est les anti-limaces. Je pourrais en parler longtemps. Autrement, l'érosion... Alors 54 milliards d'euros, quand même, si on divise par les 27 millions d'hectares de SAU, en admettant qu'on fasse supporter ça par les pollueurs, si on appliquait le principe pollueur-payeur, mais en France, on n'implique pas le principe pollueur-payeur. En Europe. Mais si on l'appliquait en divisant vite fait, on arrive quand même à 4 000 euros par hectare traité. Par hectare cultivé, on est à 2 000 euros. Par hectare traité qui reçoit des engrais minéraux ou des fongicides, on est à 4 000 euros par hectare. Dans ces cas-là, ça sera vite résolu, le problème de savoir si on fait du bio ou si on fait pas du bio. Moi, j'étais un paysan très intensif avant d'être bio, très intensif. Sans doute un des plus intensifs de ce grain. J'étais capable de me remettre en cause et je suis pas plus intelligent que les autres pour y arriver. Et je vous assure, le pas est plus facile à franchir qu'on ne le dit. Et une fois qu'on l'a franchi, eh bien, tout va bien. Sur mon exploitation, j'ai 100 vaches laitières, j'ai 6 emplois. J'ai une activité vente directe, faut pas croire, et je vis très bien. Je n'ai que des félicitations des consommateurs, que des encouragements et que des applaudissements. Et je me sens pas du tout mal vu par le reste de la société. Et je déplore qu'on n'incite pas les autres paysans à en faire autant. Sur les autres arguments, comme quoi on n'a pas le temps d'attendre, la biodiversité, érosion de 70% des insectes et 30% des oiseaux. Ça, c'est pas l'agriculture biologique qu'on est responsable, c'est bien les pesticides qu'on utilise massivement. Moi, j'ai commencé à remettre en cause le traitement des mouches en 1988, quand il y a un agriculteur québécois qui est venu m'expliquer qu'en traitant les mouches, je tuais les hirondelles. Voilà, et parce qu'il y avait 2 hirondelles de mortes dans ma ferme. Ça, c'était il y a 30 ans et ça n'a toujours pas évolué depuis. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que depuis que je suis en bio, j'ai un très bon excédent brut d'exploitation, j'ai un très bon revenu agricole et j'ai encore un meilleur bénéfice agricole. Je me risque de le dire parce qu'ici on est devant un parterre de chefs d'entreprise. Il y a 2 ans, j'ai fait 135 000 euros de bénéfices agricoles. Vous entendez voilà. C'est-à-dire que c'est en opposition par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Et je vous assure qu'il n'y a rien d'extraordinaire chez moi. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf qu'à partir du moment où j'utilise plus d'engrais minéraux, je ne rends plus mes plantes malades. Donc j'ai des très bons rendements en céréales. Je ne rends plus les animaux qui mangent mes plantes malades, à tel point que le cabinet vétérinaire dont je fais partie, qui est le cabinet vétérinaire de Segré, qui a environ 1000 fermes, puisqu'il rayonne sur une très très grande zone géographique. Oui. Il est venu me voir en décembre 2017 en me demandant pourquoi j'avais changé de cabinet vétérinaire. Je leur ai dit j'ai pas changé de cabinet vétérinaire. Ils m'ont dit c'est pas normal, sans vache et sans génisse, que vous ayez jamais besoin de médicaments. Je leur ai dit si, à partir du moment où on travaille bien, on n'a plus de problème derrière. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi j'en suis là. Et je déplore qu'on n'aille pas plus vite. Vous avez beaucoup parlé de l'INRA, par exemple. L'INRA, aujourd'hui, ne fait plus de recherche fondamentale, il fait que de la recherche cofinancée par l'industrie. Et c'est pas la filière bio qui cofinance les programmes de recherche. Attendez, on va laisser répondre quand même, parce que là, vous avez... oui, mais j'en ai encore beaucoup à dire. Alors, est-ce que vous voulez répondre à Arnaud Daguin ? Moi, je sers des produits bio depuis 40 ans, donc voilà. Monsieur ne m'apprend rien. Je connais les vertus de l'agriculture biologique et je connais aussi ses limites. C'est bien d'être en circuit court. Je sais qu'à Paris, j'ai 250 000 écoliers à nourrir et que le circuit court, ça ne va pas le faire. J'ai besoin des circuits longs. Je sais que j'ai besoin de certains rendements et à des moments donnés, aujourd'hui, on n'est pas capable, même si c'est souhaitable de le faire, et c'est éminemment souhaitable de le faire, on est bien d'accord, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire comme il faut à tous les échelons. Même si vous... Non mais même si vous le faites très bien et que vous avez un équilibre et que ça marche bien, et vous n'êtes pas le seul, heureusement, il y en a plein d'autres dans ce pays et en Europe qui font ça très bien, il n'empêche qu'on ne peut pas projeter votre conversion à vous sur l'ensemble de l'agricole aujourd'hui, tout de suite. C'est faux. Et le prétendre, c'est aussi malhonnête que dire que il n'y a que le conventionnel qui peut marcher. C'est des postulats qui ne sont pas tenables. Alors, ok, vous représentez parfaitement l'agriculture bio, c'est bien, j'en suis ravi. Il y en a plein comme vous que je connais, tous mes potes au Pays Basque sont en bio. La plupart des gens que je connais dans le réseau maraîchage en sol vivant sont en bio. Tout va bien quand ça marche bien. Il y a des endroits où on ne peut pas prendre ça comme ça et il faudra faire les sevrages d'une autre façon. Et quel que soit le chemin, encore une fois, c'est les objectifs qui comptent. Alors vous en parlez des objectifs, effectivement, la flotte en est un, le carbone en est un autre, la biodiversité en est un troisième, et c'est des conditions de survie de l'espèce humaine. Ce n'est pas autre chose que ce que je dis. Monsieur ? Par rapport au thème, nourrir l'humanité. Moi, depuis quelques années, je passe chaque année un mois en Côte d'Ivoire, dans un
petit village à 450 km au nord d'Abidjan. Et je constate que les paysans ivoiriens qu'on aide sont loin des considérations qu'on a traitées ce soir. Parce que pour eux, c'est de compter si le riz va être suffisamment abondant pour pouvoir se nourrir, d'abord. Et puis, par contre, pour la mégalopole qui se prépare à Abidjan, qui regroupera un tiers de la population de la Côte d'Ivoire, eh bien, on fait venir à tour de bras du riz du Vietnam, du riz de Thaïlande à des prix très inférieurs. On fait venir du poulet congelé qui part avec les mêmes frites, du Brésil ou de Hollande. Voilà un petit peu la situation. Et on n'a rien dit non plus, et là par rapport sur la maîtrise de l'eau, qui pourrait quand même réunir les bio et les non-bio, parce que tout le monde sera à la même enseigne, et sur les efforts qu'on devrait faire, parce que moi je vois ça pour le stockage du carbone dont vous parlez, il faut maîtriser l'eau, il faut qu'il y ait le plus possible de surface verte. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à des échanges qui sont fous, si, mais, qui ne répondent pas à la question comment nourrir l'humanité sur le long terme? Le débat est parti et c'est vrai que Arnaud Daguin est passionné et a parlé beaucoup de sol vivant. C'est aussi parce que c'est la solution. Sur l'enjeu, oui, mais les sols vivants, c'est vrai qu'il les faut partout, mais sur la question que pose monsieur à l'instant, les chiffres qu'a montré Hervé Pillot en commençant, c'est-à-dire où est l'explosion démographique et où est l'explosion de la demande alimentaire. Elle est sur des territoires où la question de la ressource se pose de façon bien plus complexe que chez nous. Nous avons des sols plutôt riches, nous avons un climat plutôt tempéré, il n'y a pas tellement d'accidents climatiques encore chez nous. Dans d'autres pays où il y a l'explosion démographique, il y a qui la sécheresse, qui le manque d'eau, etc., etc. La Chine, avec 7% des sols, a 22% de la population. La Chine, aujourd'hui, investit, entre guillemets, c'est pas le bon terme, en Afrique, cherche des sols. C'est-à-dire que il faut développer il faut développer la production sur tous les territoires. Edgar Pisani disait, pour nourrir le monde, il faut développer l'agriculture partout dans le monde. C'est plus que jamais d'actualité. Mais il y aura toujours des échanges commerciaux, mais il faut développer l'agriculture aussi parce qu'elle fixe les populations. Un pauvre, un paysan, un citoyen pauvre à la campagne, en Afrique, ça n'a rien à voir avec un citoyen africain pauvre dans un bidonville d'Abidjan ou ailleurs. La pauvreté est beaucoup plus difficile à vivre et conduit à tout ce que l'on peut imaginer. Et les déplacements géographiques liés à la faim, aux famines, aux accidents climatiques font bien plus de dégâts que les aléas démocratiques dans ces pays-là. Chacun le sait. On se souvient aussi que les émeutes de la faim au Mexique en 2007, ça a été le prix du maïs, et qu'au Maroc, ça a été le prix de l'alimentation aussi. Donc la question de la sécurité alimentaire mondiale, elle est posée plus que jamais. Certains pays soutiennent leur agriculture, certains continents soutiennent leur agriculture parce qu'ils ont les moyens, d'autres n'ont pas les moyens, mais même en Afrique, certains pays font le choix de soutenir leur agriculture. C'est le cas du Sénégal, plus que d'autres. C'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est malheureusement pas le cas d'un certain nombre de pays d'Afrique centrale où il y a tous les problèmes que l'on peut connaître. Donc, on a dans notre organisation une association qui s'appelle AFDI, Agriculteurs Français Développement International. Il y a le président qui est ici, qui en parlerait mieux que moi, parce qu'il faut, d'une part, protéger le foncier, préserver la ressource, gérer la question de l'eau qui est encore plus prégnante que chez nous ici au nord, et puis former les agriculteurs. Il y a eu toute la période manque d'humilité où il y a eu des exportations importantes, massives et subventionnées. C'est terminé, il y en a beaucoup moins qu'auparavant, mais il en subsiste encore. Donc la question des échanges, elle est encore d'actualité. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout pays s'inquiète de la sécurité alimentaire pour fixer ses populations. Et les populations déplacées, pour raisons climatiques, contribue aussi à aggraver ce problème-là. Donc, moins on règle la question du changement climatique et des dégâts liés au changement climatique, plus on fait porter préjudice à la stabilité citoyenne, humaine et politique dans ces pays-là. Donc, il y a un enjeu supra-produire. La FAO, donc l'institution internationale qui traite de l'agriculture et de l'alimentation, dit que les besoins vont augmenter de 70% d'ici 2050. C'est la FAO qui le dit.
Donc il faut produire partout, mais on sait que faute de ressources, certains pays resteront acheteurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus la France qui exporte ses céréales vers l'Afrique du Nord, c'est la Russie, parce qu'elle fait du blé moins cher. Mais ce sont quand même des pays qui achètent du blé. Donc je pense que ce sujet-là, il est extrêmement complexe, et puis il faut des chiffres avérés pour le traiter. Par contre, fixer les populations, former les agriculteurs, accompagner les agriculteurs, je crois que quel que soit le pays auquel on s'adresse, vous avez cité l'un d'eux, c'est indispensable. Dernier point, on voit aujourd'hui, avec l'accélération des événements climatiques, regardez ce qui se passe même en Australie. Ce qui se passe en Australie, il y a une sécheresse historique catastrophique. Les pluies sont arrivées de façon démente. C'est 500 000 bovins qui ont péri noyés. Donc ça veut dire que si c'est l'Australie, ça veut dire que le lait enfin c'est moins de production de lait, c'est moins de production d'ovins. Il y aura des interférences économiques dans d'autres secteurs d'activité. La Chine vit en ce moment la fièvre porcine africaine. C'est 20% de la production des porcs chinois qui va se casser la figure. Ils vont chercher des porcs ailleurs. Donc la question de la sécurité alimentaire, longtemps certains l'ont mise de côté, considérant que d'autres problématiques étaient plus importantes. Elle devient de plus en plus importante, encore plus avec les événements climatiques qui nous bouleversent. Donc les politiques publiques sont nécessaires. Moi je trouve qu'en Afrique, les chefs d'État ont de plus en plus cette conscience-là. Et la jeune génération de dirigeants politiques africains a cette conscience-là. Il faut, je pense, les aider encore dans une approche de partage, d'objectifs et puis de respect de chaque côté de la Méditerranée. Arnaud Daguin, comment est-ce qu'on peut articuler le souci qui naît ici en Occident de préserver les sols, de préserver l'environnement, de préserver la santé des consommateurs et la santé économique des agriculteurs, avec ces nécessités de nourrir la planète dans des endroits où on est en tension alimentaire permanente? Comment est-ce que les deux choses peuvent s'articuler, et est-ce que c'est finalement les questions que nous nous sommes posées ce soir un luxe d'occidental? Oui, c'est certainement, en partie. Je ne vais pas rentrer dans les discussions de géopolitique de l'alimentaire, d'abord parce que je ne me sens pas suffisamment compétent pour le faire bien. Mais ce qu'on peut quand même questionner, c'est les raisons profondes de ces manques alimentaires dans certains endroits du monde, et notamment l'orientation qu'on a donnée à certaines agricultures de ces pays du Sud qui n'ont plus rien de vivrière. Et ça, quelque part, c'est l'adoption de modes de vie différents, la métropolisation, évidemment, mais pas que. C'est aussi, quelquefois, parce que les terres agricoles ne le sont plus agricoles. Et elles ne le sont plus parce que, là encore, on va revenir à ce que je disais au tout début, il y a des endroits du monde où on a fabriqué du désert depuis longtemps et que maintenant ça se voit, quoi. Et puis surtout, il y a la captation des ressources en eau qui peut se faire notamment en Mésopotamie ou sur les bassins du Tigre et de l'Euphrate, où on voit que la plupart des problèmes qui sont ceux de cette partie du monde aujourd'hui viennent à l'origine du fait qu'on ne peut plus cultiver dans pas mal de surfaces de ces parties du monde. Donc, moi, je ne suis pas assez compétent pour parler de la marche économique et alimentaire du monde entier aujourd'hui et de ces flux. Ce qui me semble relever du bon sens, c'est qu'un territoire devrait être capable d'assurer à minima sa subsistance. Ce n'est pas parce qu'on aime manger des bananes, de la vanille et boire du café, et ça se comprend, et on a tout à fait le droit d'avoir envie de ça, qu'on ne peut pas réfléchir à une territorialisation de la production alimentaire. Et cette reterritorialisation, en France notamment, elle devient absolument nécessaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Est-ce que vous savez quelle est la moyenne de l'autonomie alimentaire, allez, on va dire, de la ville de Jalais, par exemple, à côté d'ici? C'est quoi? Combien de jours? C'est 72 heures. La moyenne dans ce pays, où que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Toulouse ou ici, elle est de 72 heures. Les stocks sont dans les camions. On ne stocke plus la bouffe, on ne sait plus la stocker à la maison. Plus personne n'a de sac de riz, ni de pois chiches, ni de piles de conserve à la maison, ni de bidon d'huile. Ça, c'est terminé.
On a vécu dans une opulence absolue, là, depuis quelques décennies. Donc tout est à portée de main, sauf que on est en train de s'apercevoir qu'en ayant déterritorialisé la production, en fait, on est sur un vrai problème de sécurité alimentaire et peut-être même sur un problème de sécurité nationale. Et c'est pas moi qui dis ça aujourd'hui. La dernière fois que j'en ai entendu parler, le monsieur qui en parlait, il avait un képi sur la tête avec des étoiles et il était gendarme. Il était général même. Et ils prennent ça très au sérieux. Ces gens-là, qui sont dans le temps long, eux, c'est pas des élus. Et donc la sécurité nationale, c'est un truc qui voit bien ce que c'est. Et ils sont en train de se dire que quelque part, il faudrait que notre gouvernement, notamment, commence à penser à une autre façon de voir l'autonomie alimentaire des territoires, et notamment via la production agricole, ce qui est une pensée nouvelle, hein, qui revient là, mais qui est nouvelle. Et à mon avis, alors dans nos pays riches, ça se pose de cette façon-là. On peut imaginer 6 jours d'arrêt des camions pour je ne sais pas quelle raison, un cyberbug, un truc, voilà, un gilet jaune x12, et tout d'un coup, plof, plus de camions sur les routes. Ben quoi ? Quand on voit comment les gens se comportent pour la promotion du pot de Nutella à 40 centimes, je me demande l'ambiance si c'est le dernier sac de riz, quoi. Bonjour, Valentin Belin, je suis étudiant en DUT, GEA. Et donc tous les midis, je mange au restaurant universitaire et j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous propose des repas végétariens et parfois on est presque obligé de prendre ses repas s'il n'y a pas un autre repas avec viande. Une fois, pour un exemple, une fois il y avait un produit et un autre produit. Je dis je veux ce produit, on me dit est-ce que tu es végétarien ? Et j'ai été obligé, malgré mes convictions, de dire oui, parce que sinon on ne me servait pas ce plat. Donc est-ce que c'est pas favoriser l'agribashing, ça ? Vous êtes végétarien ou pas ? J'ai pas compris. Non, vous n'êtes pas végétarien et on vous a imposé un repas végétarien. Qui veut répondre ? Là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que normalement, chacun peut manger ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Qu'on puisse expérimenter des repas végétariens dans les cantines. Dans la loi alimentation, il a été prévu une expérimentation pour avoir un repas végétarien par semaine. Mais ce qui doit prévaloir, c'est la liberté de choix des convives. Monsieur ? Oui, on est revenu un petit peu sur le thème général, bravo, merci de cela. Il y a pour autant un sujet, puisqu'on est très franco-français, là, au moins, essayons d'aller un peu plus loin. Quand je me tourne vers la salle et que je cherche les jeunes agriculteurs, j'en vois pas beaucoup. Et Où sont les moins de 25 ans ? Attendez, laissez-moi terminer. Je voudrais simplement dire que pour nourrir l'humanité demain, faut-il encore avoir des jeunes agriculteurs ? Aujourd'hui, on voit bien, je suis pas un spécialiste, je suis même pas un jeune agriculteur moi-même, mais c'est une galère. Les banquiers ne perdent pas d'argent. On ne fait pas confiance aux jeunes et j'ai rien entendu aujourd'hui, ce soir en tout cas, sur une véritable politique pour former des jeunes qui soient capables éventuellement d'aller aider les Africains à former eux-mêmes leurs propres agriculteurs. Est-ce qu'on peut essayer de me répondre à cette question ? Madame Lambert, sans doute. Alors, le président des jeunes agriculteurs du département est dans la salle. S'il veut s'exprimer, il s'exprimera. Il y a un regain d'installation, mais on manque de jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on renouvelle il y en a une installation pour 3 départs. En France, ici dans le département, on a un peu plus. On a une installation pour 1,8 départ. Et on a 40% de jeunes qui s'installent qui ne sont pas fils d'agriculteurs. Donc on est dans un département où c'est ouvert. On peut s'installer. Si on n'est pas fils d'agriculteurs, aller dans d'autres endroits en France, ce n'est pas du tout le cas. Deuxième chose, est-ce que certains agriculteurs accompagnent des agriculteurs africains ? Oui, mais avec une idée, c'est pas d'aller former, d'apprendre à faire, c'est professionnaliser les agriculteurs africains. On les reçoit chez nous, ils viennent ici, il y en a très souvent en stage dans les Manches d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles d'AFDI, Agriculteurs Français Développement International, qui les reçoivent. Et après, ces agriculteurs qui ont vu ici prennent le recul, ont l'expérience et transposent chez eux ce qui est reproductible et qui peut s'appliquer. Et j'ai pas répondu tout à l'heure sur la question de l'eau, qui est une question centrale quand on s'adresse aux pays africains. Il y a un rapport à l'eau en Afrique qui est extrêmement clé pour le développement. La rareté de l'eau fait qu'aujourd'hui, il y a y compris des projets hydrauliques, grands, moyens, petits, extrêmement importants. Donc oui, ça existe. Il y a 3 ou 4 associations dans les rangs agricoles, mais il y a aussi des associations avec des municipalités ou des petites régions qui accompagnent. Donc nous, ici, Maine-et-Loire, on est jumelés avec le Burkina Faso, mais il y a d'autres départements de la région qui sont jumelés, qui avec le Mali et qui avec d'autres pays. Bonsoir.
Je m'appelle Florie. J'avais quelques petites questions pour vous. Ne pensez-vous pas que l'exploitation intensive des animaux est une aberration au niveau éthique ainsi que pour la sécurité alimentaire, point très important, et pour la santé de ceux qui consomment ces animaux, tout en sachant qu'il faut environ 7 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Pendant que je vous parle, des millions de personnes n'ont malheureusement pas l'alimentation qu'ils devraient avoir pour pouvoir vivre. Ne serait-ce pas la solution justement pour répondre à la question de votre débat, de passer au végétal? Je pense que je vais en faire friser plus d'un dans le public, mais je me permets quand même de poser la question, parce que on peut quand même se poser la question. Pour les vaches en plein air, ne pensez-vous pas qu'à la place d'avoir des hectares et des hectares de pelouse, il ne serait pas mieux d'avoir des hectares de forêt qui absorberaient le carbone et qui, pour le coup, créeraient de la biodiversité? Voilà. Alors là, je peux me permettre quand même deux petites réflexions. La première, c'est que ce sont sur les prairies naturelles qu'on stocke le plus de carbone, même par rapport à la forêt. Donc, je suis désolé, je vous renvoie à vos petites études. Après, le fait que l'animal, dans son ensemble, doive faire partie d'un projet agricole cohérent, je suis tout à fait d'accord avec ça. Faire sortir l'animal du projet agricole aujourd'hui serait là aussi, au niveau des équilibres, à mon sens, mais ce n'est pas que moi qui en parle comme ça, une erreur, même une connerie. Le fait qu'on en mange trop et qu'on les traite mal n'est pas douteux. On traite mal la plupart des animaux, enfin beaucoup d'animaux dans l'agricole, même si ça fait beaucoup de progrès et que, comme le disait Christian Lambert, ça va progresser encore, mais il n'empêche qu'on les traite mal, c'est vrai. Et il est vrai que nous en consommons trop. 130 kilos aux États-Unis par an et par personne, c'est trop. 89 kilos en France par an et par personne, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est trop. Maintenant, dire que le salut de l'humanité est dans une alimentation purement végétale, je pense que c'est trop aussi. Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus que les animaux avec lesquels nous vivons aujourd'hui dans l'agricole n'ont rien de naturel. Hein. C'est des animaux culturels. C'est nous qui les avons faits. Alors bonjour, Laurence Perrochot. Je ne suis pas du tout dans le milieu agricole. Je suis cadre de santé. Je travaille à l'hôpital. Vous avez beaucoup cité l'hôpital et comment nourrir les patients. Je voudrais vous répondre, monsieur qui est étudiant et qui avait le grand malheur de manger végétarien. Sachez que vous avez de la chance. Moi, je suis végétalienne. Donc, voilà. Eh bien, pour manger végétalien, non, mais juste pour dire, je suis obligée de venir avec ma nourriture. Les enfants dans les écoles ne peuvent pas manger végétalien. Quand on parle d'L214, madame, qui a effectivement montré des vidéos, c'est à la suite de ces vidéos que je suis devenue végétalienne. C'était une réalité. C'était une réalité avec des maltraitances graves animales et avec une exploitation qui est immonde. Donc voilà, quand vous rentrez dans les écoles et qu'on interdit par contre à des associations végétaliennes d'y rentrer, parce que vous avez fait aussi ce qu'il fallait pour qu'ils n'y rentrent pas, où est l'équité? Voilà, c'était juste ma question. Merci. Bonsoir, je m'appelle Damien, je connais un petit peu l'agriculture pour y naître et avoir repris des études il n'y a pas très longtemps en agriculture biologique. D'une part, un petit commentaire, l'Institut de l'élevage a fait une étude récemment où il explique que c'est les forêts qui captent le plus de carbone. Donc voilà. J'ai trouvé que vous contestiez un petit peu les gens qui étaient comme LP14. Je ne suis pas pour L214. L214, je ne suis pas pour eux, mais je trouve que j'ai confiance en l'intelligence du peuple sourd. Voilà. Ma question est d'un autre ordre. L'intelligence de quoi, pardon? Du peuple sourd, du peuple qu'on n'entend pas. Je pense que les gens sont intelligents, ils sont de plus en plus formés, et que s'ils contestent les nitrates, s'ils contestent le Roundup et la trop forte consommation de viande, je pense qu'ils ne sont pas bêtes et que c'est justifié, preuve en est. Ma question, elle est d'un autre ordre. Notre alimentation dépend à 95% de la disponibilité en énergie type pétrole, et
nous sommes arrivés à la moitié de la cuve à fioul. Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser une meilleure répartition des petites exploitations agricoles qui sont les plus productives au mètre carré pour s'assurer, en France et dans le monde, de pouvoir alimenter équitablement le peuple? Oui, bonjour, Michel Chauveau, je suis éleveur laitier à quelques mois de la retraite. Depuis 15 ans, je chemine, je dis bien je chemine, vers l'agriculture biologique. J'ai installé mes 2 fils il y a 2 ans et je ne renie pas ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et bien sûr, quand je me suis installé, j'ai utilisé le glyphosate. Le fait qu'il y ait consensus au niveau des objectifs, sincèrement, entre vous, M. Daguin, et Christiane, ne me choque pas. Par contre, là où je m'interroge, c'est sur le comment, la boussole, comme vous dites, quoi. Et là, je pense que la boussole agricole, elle a besoin d'un bon réglage ou d'une bonne révision. Christiane, tu parlais que M. Pisani, pour moi qui est l'un des meilleurs ministres de l'Agriculture et qui a mis en place la politique agricole, dans les années 60, c'est une politique agricole du combien. Et aujourd'hui, on est dans le comment. Et que la politique d'aujourd'hui, c'est toujours la politique du combien. C'est-à-dire, si c'est une politique qui, essentiellement, on va dire, à 90%, qui est une politique qui rémunère les hectares. Et il faut savoir qu'un rapport du Sénat en 2017 a pointé du doigt la problématique de cette politique agricole, qu'un rapport de la Cour des comptes en 2018 a pointé du doigt cette politique agricole. Et là, donc, moi, la question, c'est est-ce qu'il y aura vraiment une volonté, dans le cadre de la prochaine PAC, d'arrêter ou disons d'aménager, d'évoluer de cette politique à l'hectare à la politique des actifs. Juste par rapport au Roundup, je suis d'accord que oui, pardon. Bon, je suis d'accord que on n'avance pas avec l'interdit, mais quand même, il faut savoir qu'on a beaucoup parlé du Roundup. C'est parce que c'était la fin d'un moratoire de 20 ans. Qu'a-t-on fait pendant 20 ans? À part mettre ce dossier sous la pile, au fond d'un tiroir, dans un bureau qu'on a fermé à clé et tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, on va peut-être commencer par le point technique de la PAC. Oui, même s'il est très politique. La politique agricole commune telle que l'a voulu Pisani. Pisani disait « J'ai été productiviste et je l'assume, c'était nécessaire dans les années 60 parce qu'il fallait produire beaucoup pour nourrir beaucoup à pas cher plutôt que d'exporter et d'être dépendant. » Tout comme on a construit des HLM et des logements pour loger beaucoup et pas cher. HLM qu'on détruit aujourd'hui pour faire des résidences pavillonnaires et d'autres logements. L'agriculture fait sa mue qualitative aussi. À partir de 1992, les aides n'ont plus été proportionnelles au volume. Le découplage des aides entre les volumes et les aides, ça date de 1992. Ce que tu veux évoquer, il m'appelle Christiane, je ne vais pas l'appeler Michel, mais on se connaît, donc je dis tu. Ce que tu évoques, c'est certainement le fait qu'il n'y a pas de plafonnement. Quel que soit le nombre d'hectares, tu es aidé jusqu'au dernier. Il y a eu un changement il y a 5 ans avec la surprime sur les 52 premiers hectares qui avantage les exploitations de petite taille. Et dans la PAC en préparation, il y a justement la question du plafonnement, mais les pays qui ne sont pas d'accord sont les pays plutôt des grandes exploitations. Ce n'est pas nous qui nous opposons, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne, la République tchèque, où les exploitations sont plutôt de l'ordre de 1000, 2000 hectares. Et la Commission a réfléchi à un dispositif qui tient compte des actifs, chefs d'exploitation et salariés, mais pour l'instant, c'est encore en discussion. Donc, mais reconnaissons que la PAC a eu ce travers-là, elle l'a moins depuis 1992, et elle a été corrigée il y a 2013, il y a 6 ans. Juste par rapport aux petites exploitations, la France est un pays de petites exploitations. Dans l'Europe, on est toujours le petit de quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Hein. Nous, ici, en Maine-et-Loire, on est plutôt sur un profil d'exploitation de petite taille. Si vous sautez en dessous les Deux-Sèvres, alors là, c'est déjà
beaucoup plus grand. Si vous allez, j'étais dans la Nièvre il n'y a pas longtemps, la taille moyenne d'exploitation c'était aux alentours de 180 hectares. Dans le Cher, c'est 160 hectares. Ici, c'est moins de 100 hectares. Oui, c'est vrai qu'il y a une efficacité sur les exploitations de petite taille, le plus souvent quand il y a d'élevage, du maraîchage ou de l'arboriculture. Parce que sinon, ça dépend plus des productions que l'on a que de la taille des exploitations. Après, ce que vous avez dit sur l'Institut de l'élevage, bon, je ne reviens pas parce que Arnaud Daguin a répondu. Oui, c'est vrai que la période du pétrole pas cher nous a conduit à faire des choses qu'on ne refera pas. Ça, c'est certain. Et certains disent même qu'il faut fermer la parenthèse pétrole, parce que c'était les engrais pas chers, les phytos pas chers, le plastique pas cher, le transport pas cher, et donc aussi... Et le machinisme pas cher. Et tout pas cher. Voilà, donc aujourd'hui, le pétrole est rare et cher. Enfin, la ressource, ça me nuit. Pas cher immédiatement, c'est que les additions, elles arrivent plus tard. Disons, c'est à crédit, quoi. Voilà. Par rapport à l'élevage et aux animaux, c'est pas juste de dire que les animaux sont maltraités. Après, on peut appréhender différemment la façon dont les animaux sont élevés. Nous sommes en France, dans un pays où les vaches broutent dehors, sont à l'herbe. Ce ne sont pas des animaux en... Oui, mais intensif, c'est quoi? Il y a de l'élevage laitier intensif, il y a de l'élevage de porc extensif ou intensif. Vous parlez là de l'élevage des animaux en bâtiment. Eh bien, je montre l'exemple quand vous voulez. Venez voir mon exploitation si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Elle est d'ailleurs en ligne sur Internet. Visitez l'exploitation de Christiane Lambert et vous verrez les images. Et les animaux en France sont élevés dans des bâtiments. Oui, c'est vrai. Est-ce à dire qu'ils sont en condition de maltraitance? La réponse est non. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de l'anthropomorphisme, et je comprends ceux qui le font, j'entends, etc. Comment on peut gérer si c'est bien ou mal fait? Il y a des normes, il y a des règles. On doit respecter des durées, des mètres carrés par animaux, de la lumière, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation. Les règles de bien-être sont définies par la satisfaction des 5 besoins élémentaires des animaux. C'est comme ça. Alors c'est vrai que certains disent que les animaux sont mieux en plein air. Je ne réponds pas tous. Les lapins en plein air, ça n'a jamais existé. Même chez ma grand-mère, ils étaient en cage. Ils étaient élevés dans des cages. Le clapier était à l'extérieur, mais ils étaient en cage. Les porcs sont élevés soit en plein air, soit en bâtiment. C'est selon. Mais moi, j'ai eu des porcs élevés en plein air dans le Cantal. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas en situation de bien-être, parce que quand il fait moins 15, c'est pas simple. Tout comme quand il fait plus 30, c'est pas simple non plus. Les soies des porcs, ça ne les protège pas des insolations. Voilà, mais quand on connaît les animaux, on est capable, après les affirmations, de décliner besoin par besoin, quels sont les besoins d'animaux et comment on les satisfait. On a des bâtiments qui sont aujourd'hui climatisés, où on gère l'accès à l'eau, à l'alimentation, des surfaces, etc. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites par l'Institut technique et d'autres établissements qui, justement, sur la base d'indicateurs, vérifient, contrôlent que les animaux sont élevés dans les bonnes conditions. Et en Europe, la France est le pays qui décline le mieux, qui met le mieux en œuvre les règles de bien-être animal.